Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis très content de vous retrouver pour débriefer encore une folle soirée de Coupe d'Europe. Malmené à Madrid et chancelant au bord du précipice, la Juve va réaliser le premier comeback continental de son histoire, et verra l'écart. Alors comment ont-ils fait? Que dire de ce succès? L'arbre Ronaldo cache-t-il une forêt? Alors à l'aller, on avait eu le droit à une Juve très peu inspirée, qui avait monopolisé le ballon, un bon 63% de possession, mais qui l'avait recyclé à l'infini, avec des circuits très latéraux, des transmissions plates, sans relief. Hier soir, l'animation était bien différente, et on a su assez vite qu'on n'allait pas avoir la même chanson. Au milieu, Emre Can, ex-Liverpool, en bonne forme en ce moment et sur lequel on peut compter pour mettre de l'impact et de l'intensité, prenait déjà la place de Bendancourt, dont les contours sont pas encore super bien définis, mais qui semble plutôt être un joueur de contrôle. Et puis sur les côtés aussi, à l'aller on avait en latéraux Alexandro et Mattia De Sciglio. Le premier était suspendu, et le deuxième, j'imagine, jugé peut-être un peu trop défensif. Du coup, Allegri a titularisé Spinazzola et Cancelo, des profils assez percutants et qui avaient des tâches très claires: monter le plus haut possible, devenir de vrais pistons en phase offensive, étirer le terrain sur sa largeur, et surtout, le plus important, centrer à vue. Et alors c'est la raison pour laquelle j'ai appelé cet enseignement le losange magique. Bien sûr, on aime la géométrie magique dans le football, mais en l'occurrence c'est pas tant en référence aux joueurs qui composent la figure, mais plutôt au circuit de passe cherché en première intention par la Juve, à savoir depuis des joueurs axiaux reculés, Chiellini, Bonucci et Pjanic en quarterback, aller chercher les côtés avec des passes diagonales intermédiaires, et puis depuis ces côtés, souvent via les joueurs de piston, mais parfois aussi Bernardeschi par exemple, inonder la surface de centre. Et alors c'était à peu près équitablement partagé entre le flanc droit et le flanc gauche, donc on part d'une position axiale basse, on écarte, on combine parfois un peu sur les côtés, et puis hop, on remet ça au centre, c'est le losange magique. Alors d'un côté c'était très stéréotypé, et même pendant une bonne demi-heure, pas ultra efficace, mais de l'autre ça partait quand même fondamentalement d'un postulat assez logique, qui était d'exploiter les ailes, où Felipe Luis et Lucas Hernandez manquaient à l'appel, donc les exploiter pour trouver un intervalle pour centrer, et puis même ensuite sur le centre, essayer de viser plutôt le second poteau, pour sauter directement Godin et Jiménez, et cibler en priorité Juan Fran et Arias, qui étaient très en difficulté dans le jeu aérien. On peut dire aussi que c'est un postulat assez logique, quand en face t'as ligne Mandzukic et Ronaldo. Donc voilà, le losange magique a finalement payé, bon, en bonne partie parce que t'as aussi une pointe magique qui a totalement dévoré Juan Fran. Ronaldo sûrement le meilleur joueur de tête en activité, à part peut-être Fellaini. Voilà, ça a bien fonctionné, mais il n'y a pas eu que ça non plus. L'autre truc important aussi, c'est que grâce à l'intensité mise au milieu, au bon match de Can notamment qu'on peut distinguer, et en enchaînant les vagues offensives, et ben la Juve s'est retrouvée très souvent campée très haut sur le terrain, ce qui lui a facilité considérablement la tâche pour déclencher ensuite un pressing à la perte de balle super efficace. Alors il y avait un risque forcément, c'est que si l'Atlético réussissait à s'en sortir, bah derrière t'as une équipe coupée en deux, mais ça a rarement été le cas. Quelques stats pour l'illustrer sur l'ensemble de la partie: l'Atlético c'est 40 dégagements contre 12 pour la Juve, 15 dribbles seulement, 35 pour la Juve, et 131 passes tentées dans le dernier tiers, 240 pour la Juve. C'est des données qui dressent le portrait d'une équipe étouffée, incapable de se sortir de sa surface, et prisonnière d'un losange magique qui a progressivement pris la forme d'une toile d'araignée. Alors maintenant la question c'est forcément, pourquoi est-ce que l'Atlético s'est écroulé à ce point? Parce qu'on est quand même sur une équipe qui est habituée à subir, qui aime souffrir. On rappelle que ce week-end ils se sont imposés contre les Ganes chez eux, avec seulement 45% de possession, c'est leur marque de fabrique, et ça les a pas empêchés de signer 20 clean sheets cette saison. D'ailleurs, avant hier soir, il est resté sur 5 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, sans encaisser le moindre but. Comment est-ce que la Juve les a à ce point réduits au silence? Bah alors, au-delà des questions d'intensité, d'agressivité, d'ambiance hostile, beaucoup de lieux communs, qu'il faut pas non plus se nommer, parce que tout ça a joué hier soir dans une certaine mesure, mais en prenant même un peu de hauteur, c'est peut-être tout simplement une question d'essence footballistique. Toute force a sa faiblesse, et aucune philosophie n'est par nature infaillible. Et alors par exemple, on peut argumenter que la frontière est fine entre un football restrictif, ce fameux trio Grinta, Garra, Catenaccio que j'évoquais dans ma preview lundi soir, que la frontière est assez fine entre un football qui exige avant tout de défendre avec passion, et un football où tu te retrouves acculé devant ton but, à subir pendant quasiment toute la rencontre. Au final, l'Atlético a été relativement baladé sur la largeur, ce qui les a forcés à se replier vraiment très bas. Ils ont été peu présents sur les seconds ballons, d'habitude c'est une de leurs forces, et là ça a pêché.
Je pense qu'un Costa par exemple a beaucoup manqué, comme point d'appui, mais aussi pour apporter la combativité, que Morata a pas vraiment. Thomas Partey aussi, qui avait fait un grand match à l'aller et qui contraste assez nettement avec la partie fantomatique de Lemar, dont la situation est très intéressante d'ailleurs. Et à nouveau dans l'idée, toute force a sa faiblesse, et bah peut-être que ce groupe de guerriers, forgés depuis des années, unis, soudés et relativement hermétiques, peut-être que ce groupe a du mal à intégrer de nouveaux éléments, peut-être que ça lui a coûté très cher. C'est donc là pour moi la fine frontière de ce qu'a créé Simone. Si impressionnant quand ça fonctionne, mais peut-être profondément rigide, intrinsèquement inflexible, c'est en tout cas un peu ce qu'on a vu hier. Mais bon, hier, c'est déjà loin. En Europe, le temps passe vite. Et alors qu'on connaît déjà 6 des 8 quarts de finalistes, on se prend à interroger la suite de l'histoire. Ce qui est sûr, c'est que la Juve a déjà écrit un peu de la sienne hier soir. Je vous en parlais lundi, mais alors que la cellule de communication du club appelait à croire au comeback, la réalité c'est que les Turinois n'en avaient jamais réalisé sur la scène continentale. 6 matchs allés perdus par 2 buts ou plus, 6 éliminations, là tout change, et c'est peut-être pas anodin. Alors que cet été la direction avait fait le choix d'une stratégie risquée, une opération estimée à 350 millions d'euros sur 4 saisons pour un joueur qui a aujourd'hui 34 ans, on pouvait y lire clairement une ambition, aller chercher enfin bien sûr cette C1 qui échappe à la Juve depuis plus de 20 ans maintenant, franchir ce dernier pas après les finales perdues aussi de 2015 et 2017, et pour ça, rien de mieux que l'homme Champions League lui-même. Alors tout ça c'est très bien, et à l'évidence le pari tient toujours, mais cet exploit donc ne vaudra pas grand chose s'il est sans suite. Et bien sûr, alors que la Juve est quasi assurée de remporter un 8ème Scudetto consécutif, l'objectif est clair, remporter un titre pour lequel beaucoup les verront désormais favoris. Et alors de mon point de vue, c'est pas totalement déraisonnable de les considérer comme tels, mais on va dire que ça se joue à la marge. City est gros contre les petits, mais a encore beaucoup à prouver. Le Barça est en petite forme cette saison, ni le Bayern, ni Liverpool semblent franchement injouables, ok, mais la Juve aussi a ses carences, et il faut pas non plus s'enflammer. Alors après quelques semaines très tristes, ça joue mieux, je dirais que la dynamique est plutôt positive, et qu'ils tiennent enfin leur match référence. Ça a aussi battu Udinese 4-1 vendredi, première fois de la saison qu'il marque 4 buts, donc la trajectoire est ascendante, c'est sûr, mais on va quand même attendre de voir s'ils peuvent se stabiliser à ce niveau, et le prochain tour amènera bien sûr son lot d'enseignements. Et alors pour répondre pleinement à la question, et maintenant, on n'oublie pas qu'elle concerne aussi l'Atlético qui, d'un coup, et un peu comme le Real la semaine dernière, vient de perdre tout le sel de sa fin de saison, et le verdict pourrait même être plus sévère. Alors qu'on annonce avec insistance Godin en partance vers l'Inter, que le groupe ne rajeunit pas et que Simeone entamerait l'été prochain sa 8ème saison sur le banc des Colchoneros, il règne une odeur de fin de cycle à Madrid. Et alors qu'on imaginait bien cette histoire se finir en beauté, pourquoi pas d'ailleurs au Wanda cet été, et bah finalement la décennie qui a marqué le retour à la gloire de ce club sera peut-être avant tout celle aussi des 2 finales perdues, en 2014 et 2016. Bon voilà, c'est une vision un peu volontairement dramatique, j'ai un peu grossi le trait quand même, l'Atlético ça a réalisé des grandes choses ces dernières années, et puis même pour la suite, je me fais pas tant de soucis pour eux. Alors, pour finir sur une bonne note, et parce qu'on peut maintenant le dire, pour une double confrontation qu'on imaginait particulièrement pénible, on a finalement été servi, et dans la folie du Ronaldo Show, on aurait presque tendance à l'oublier, mais depuis 2 ans, cette Ligue des Champions est totalement folle, encore une remontée. On passe au top, et comment ne pas distinguer l'homme au parfum d'Europe. Éternellement loué, les capacités physiques de Cristiano Ronaldo le sont à juste titre, et sa longévité, comme son sang glacé à l'orée des 16 mètres, pourrait faire naître le doute, est-il bien vivant, ou plutôt cryogénisé? La réponse est ambiguë. Mi-assassin, mi-vampire, il n'a jamais eu autant besoin des autres, mais quand le collectif répond et l'appelle, il ne déçoit jamais. Est-il le plus grand joueur de l'histoire de ce trophée? En seconde position ensuite, la prestation flamboyante de Bernardeschi mérite les honneurs. Sa passe décisive et le penalty qu'il provoque sont la partie émergée d'un iceberg brûlant, une activité débordante, beaucoup de justesse, de la confiance aussi, à l'image de ce coup franc réclamé et tiré en début de match, alors que Dybala marque un peu le pas, pourrait-il être l'homme du renouveau turinois? Et puis enfin, si Matuidi a brillé, et alors qu'Allegri aurait sans doute aussi sa place dans ces tops, le Juventus Stadium a répondu présent au rendez-vous donné par Ronaldo, et surtout la cellule de communication de la Juve, une ambiance des grands soirs qui a joué, sans l'ombre d'un doute. On passe au flop, et Juan Fran, ciblé en priorité par les diagonales du losange turinois, a été mis en grande difficulté, et il est fautif sur les 2 premiers buts. Simeone, dont le plan de jeu à l'aller avait été stellaire, a peut-être payé les limites d'une philosophie peu flexible. Griezmann, enfin, a souffert d'un collectif muselé,
mais on attend plus d'un joueur de son calibre, il l'a d'ailleurs reconnu lui-même en fin de rencontre. Un petit mot pour finir sur l'autre match de la soirée, qui fut très longue pour les Allemands de Schalke, car comme le montrent ses stats récupérés via l'application mobile OneFootball, Manchester City, en démonstration à l'Etihad, a fait feu de tout bois, pour s'imposer finalement 7-0, mais face à si faible, les enseignements ne sont-ils pas limités? Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Alors si c'est le cas, et si vous avez fait preuve d'une résilience typiquement turinoise en arrivant jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup plus qu'on ne le pense. Si vous voulez pas rater l'analyse de demain et les autres, et que c'est pas encore le cas bien sûr, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et puis quoi qu'il en soit de notre côté, on se retrouve très vite, dans quelques heures, pour débriefer un Noël Barça qui affole déjà mon cœur. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, et on se dit à bientôt. Bisous.